Beaucoup de gens nous posent cette question. Pourquoi brûlez-vous les arbres? Pourquoi ne les coupez-vous pas? Ils valent de l'argent. Tout ce qui est brûlé ici devient du fertilisant. Si vous enlevez les arbres, vous n'avez pas de fertilisant. En Colombie-Britannique, à la pointe occidentale du Canada, les totems matérialisent les croyances et l'imaginaire des différentes tribus indiennes. Ils symbolisent la relation étroite qu'elles ont toujours entretenue avec un environnement sauvage et puissant. Leurs totems se dressent dans la forêt du Nord, comme les vigies d'un temps où l'homme n'avait pas encore imposé sa loi. Il faut sentir la force de ces mâts totémiques pour comprendre vraiment ce lien unique que les Indiens avaient avec la forêt, la nature. Et alors ce bois, ce cèdre sculpté qui représente la généalogie d'une famille ou une divinité ou encore la naissance du monde marque le début de mon voyage à travers l'Ouest canadien pour rencontrer ces sentinelles, ces gardiens de la forêt qui se battent pour la conservation de la forêt primaire et qui multiplient les initiatives positives. On est parti. Mon voyage à la découverte des forêts du Grand Nord commence à Vancouver, sur les bords du Pacifique. Une cité symbole sur le fil du littoral, entre mer et montagne, où il fait bon vivre. Les citoyens n'ont pas oublié qu'elle s'adosse à l'immense profondeur forestière canadienne. Ici, la nature est omniprésente. Au cœur même de la ville, le parc Stanley est un véritable bastion de la vie sauvage, qui résiste inlassablement à l'avancée des buildings. Tout ce voyage, on va le faire sur la route, à la Kerouac. Et là, on est dans Vancouver, en direction de Stanley Park. Petite forêt dans la ville de plus de 400 hectares, qui a été créée à la fin du 19e siècle par Lord Stanley, qui était gouverneur du Canada et qui voulait créer un parc pour tous, toutes les religions, toutes les nations, et pour l'éternité. Alors, vaste programme. On va voir si cette forêt va tenir pour l'éternité. En tout cas, ça fait plus de 100 ans qu'elle est là. Alors, ce qu'il y a de magnifique quand on est dans Georgia Street, c'est qu'on tombe. C'est vraiment l'appel de la forêt. On tombe sur cette grande avenue avec ces buildings et paf! T'as la montagne et le vert, la forêt qui est en face de nous. C'est magnifique. Dans le parc de Stanley, la forêt de cèdres et de pins semble répondre en miroir à la jungle urbaine et aux plantations des buildings. Établie en 1888, cette réserve naturelle est l'un des plus grands et des plus beaux parcs urbains d'Amérique du Nord, et sans équivalent dans le reste du monde. Elle incarne ce lien que les habitants de Vancouver, comme les Canadiens en général, ont conservé avec la nature.
Le célèbre drapeau rouge et blanc ne s'ornemente-t-il pas d'une feuille d'érable ? Je retrouve Patricia Thompson et Robin Worcester, respectivement directrices et biologistes de la Société écologique située au cœur du parc. Cette société est en charge de la gestion de la forêt, avec comme terrain d'action principaux l'éducation, la recherche et la conservation. Elle organise quotidiennement des camps de découverte pour les plus jeunes, afin de les sensibiliser à l'environnement. Un véritable baptême de la forêt. Seulement 30% de cette réserve sont aménagées. Et celle-ci offre un cadre de vie à toute une faune sauvage. Ici, à quelques centaines de mètres des vitrines et des halls d'immeubles, chacals, ratons laveurs et castors évoluent en toute liberté. Vous pensez qu'il sera toujours possible de préserver ce parc magnifique ? On ne travaillerait pas ici si on n'avait pas cet optimisme. C'est un challenge et ce le sera toujours. Dans tout environnement naturel, maintenir une biodiversité dans un petit îlot est un challenge. Et c'est le cas pour Stanley Park. C'est une île au milieu d'une ville. Mais c'est possible. Et je dirais même que c'est nécessaire. C'est nécessaire de sauver des endroits comme Lost Lagoon, Beaver Lake, ces lieux dont les oiseaux, pour la migration comme la reproduction, ont besoin pour survivre. Dans 3 heures, je largue les amarres. Direction l'île de Vancouver, une bande de terre de 460 km de long, à 2 heures de navigation. En attendant le ferry, je livre à mon carnet de voyage mes premières impressions. Combien cette cité, cernée par la forêt et vivifiée par les embruns du Pacifique, m'a touchée. Les Vancouverois auraient-ils réussi le vieux rêve d'harmoniser une ville à la nature ? Et voilà, en route pour Vancouver Island, pour Nanaimo, plus exactement Ericton, pour y retrouver Richard Boyce, qui est un activiste militant écologiste spécialiste des forêts primaires, qui s'est battu pendant de longues années pour sauvegarder Cathedral Grove, une forêt millénaire qui aurait dû être coupée, rasée, sans l'intervention de ces militants. Alors on gagne la très belle île dans un couchant flamboyant et dans une température plus que polaire. J'espère qu'il ne va pas faire trop froid dans les forêts. Ouh, que c'est beau. Et voilà. Alors il m'a dit au fond, petite cabane au fond du jardin, enfin au fond des arbres, au fond de la forêt. Est-ce que Richard, c'est bien sa maison? Je crois que oui. Richard? Richard? It is your house? C'est bien votre maison? Hi, Richard? Yes. Je suis Priscilla. Enchantée de vous rencontrer. Enchanté. Je suis très contente d'avoir trouvé votre maison. Out of the cold. Yeah, it's okay. Je vais passer ces prochains jours en compagnie de Richard Boyce. Profondément attaché aux grandes forêts primaires de l'île de Vancouver, ce photographe s'est engagé tout entier dans le combat de leur protection. Aux côtés d'autres activistes, il exerce une extrême vigilance vis-à-vis des institutions politiques locales et des compagnies d'exploitation forestière. Leur groupe s'illustre au cours d'actions d'éclat, en jouant les barons perchés sur des plateformes hissées à 60 mètres de haut dans les sites menacés.
Cette carte montre exactement combien d'arbres ont été abattus. Ici, en 1954, la forêt est en vert. Et la partie jaune représente ce qui a été coupé. Là, tout le jaune représente ce qui a été coupé et le vert, c'est tout ce qu'il reste de la forêt aujourd'hui. Il n'y a donc plus beaucoup de forêt. Mon Dieu, en 50 ans. Ceci est la zone autour de Cathedral Grove. Vous pouvez voir qu'elle a été totalement détruite par l'abattage. C'est pour cela que nous nous préoccupons autant que Cathedral Grove ne subisse plus de dommages. Voilà la machine que j'ai découverte. Elle était située dans la zone qui allait être détruite. Je me suis pris en photo en dessous d'elle, car c'est là que nous avons démarré notre action. Nous avons dit, nous n'allons nulle part, nous restons ici. Et nous sommes restés pendant 2 ans. Voici un de ceux qui ont occupé les arbres. Il est resté un hiver entier, tantôt perché sur une plateforme, tantôt dans le camp. Ils avaient conçu ces t-shirts pour montrer combien il était important de veiller sur cet endroit, puisque le gouvernement ne le faisait pas. Qu'en est-il aujourd'hui? Cathedral Grove ne sera jamais tout à fait à l'abri parce que le gouvernement provincial peut faire ce qu'il veut. De nouveaux politiciens arrivant au pouvoir pourraient très bien le faire. Mais tous ces gens reviendraient. Et vous aussi. Exact. Et tout le monde reviendrait. Personne ne s'en va. À l'origine du combat pour Cathedral Grove, une décision politique prise en totale ignorance de la réalité du terrain. L'idée du gouvernement était en effet d'aménager un parking destiné à accueillir les visiteurs de la forêt, et donc d'abattre un certain nombre d'arbres, ce qui aurait menacé l'écosystème de ce lieu. Les militants ont obtenu gain de cause au bout de 2 ans de lutte, évitant une absurdité en même temps qu'un saccage. Celui-ci est vraiment grand. C'est un sapin de Douglas. La plupart des arbres ici appartiennent à cette espèce. Beaucoup de petits arbres essaient de pousser sur celui-ci. Il y a tellement de choses qui se développent sur lui. Différentes espèces de mousses, de lichens, des petites pousses. Cet arbre se tient ici depuis longtemps, probablement 700 ou 800 ans. Et vous voyez ces craquelures, ces petits trous? Des petits oiseaux viendront y faire leur nid. Il y a beaucoup d'insectes et d'araignées qu'ils pourront manger. Magnifique. Quel magnifique héritage. Hein? Le temps est en train de changer. Il commence à pleuvoir. Oui, le temps est pluvieux et venteux. Venteux et pluvieux. C'est l'hiver. Ceci est la zone où nous avons maintenu des plateformes dans les arbres pendant 2 ans. Les gens ont vécu ici pendant 2 années entières. Cette forêt assure un habitat pour les élans, beaucoup de biches, des ours, beaucoup d'oiseaux et bien sûr de grands arbres. L'altération de l'écosystème de cette forêt primaire peut avoir des conséquences dramatiques. Oui, ça a des conséquences planétaires. Ce type d'écosystème est l'un des tout derniers du genre sur la planète. Il a besoin d'être protégé pour que de futures générations puissent le voir. Cette forêt est antique, comme l'histoire des hommes, et même plus vieille qu'elle. Je me glisse dans le nœud creux d'un cèdre rouge. J'ai l'impression de pénétrer à l'intérieur d'un sanctuaire et comprends pourquoi les Amérindiens célébraient ici des cérémonies chamaniques, dévolues aux puissances du vivant. Cathedral Grove porte bien son nom. Nous rentrons sous une ogive végétale. Les lichens pendent aux colonnes, les fourches forment des chapiteaux, les treillis des feuillages filtrent les raies du soleil comme des vitraux médiévaux. Mais cette église n'a qu'une voûte, celle des arbres, ces géants de la terre. Cet arbre est-il le plus vieux de Cathedral Grove? C'est probablement le plus vieux encore debout.
Il doit avoir 800 ans. Et combien? 9 mètres de circonférence? Plus. Mettez-vous là, hein. Ça fait 1 mètre, 2 mètres chacun, d'accord? 8, 9 ou 10 mètres? 10 mètres peut-être. Et il mesure près de 70 mètres de hauteur. Alors on le compare à une cathédrale européenne? Regardez simplement au-dessus de vous. Quand les colons blancs ont commencé à venir ici, ils savaient que c'était un endroit exceptionnel. Et c'est pour cela qu'ils l'ont appelé ainsi, Cathedral Grove, la forêt cathédrale. Richard insiste pour me montrer ce qu'aurait été le destin de Cathedral Grove si lui et les siens ne s'étaient pas opposés à la coupe franche, une pratique malheureusement courante des compagnies forestières. À Hamilton Marsh, les équipes d'abattage n'ont laissé derrière elles qu'un spectacle de désolation, et ce en toute impunité. Regardez ça. La forêt est morte. Alors ils ont le droit de faire ça? Parce que c'est un domaine privé? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur une terre privée. C'est incroyable. Notre gouvernement n'a prévu aucune législation pour les terres privées. Alors ils achètent les terres, coupent tous les arbres, et après ça ils vendent les terres. Mon Dieu. Un homme, une machine. Un homme et une machine ont fait ça? Ouais. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, n'est-ce pas? Wow. C'est magnifique. Alors vous voyez pourquoi il nous faut le protéger? Bien sûr. Vous imaginez cet endroit devenir ce que nous avons vu juste avant? Si vous comparez? C'est ça qu'ils veulent faire. Abattre tous ces arbres et vendre des biens immobiliers à la place. Richard propose de m'emmener sur le terrain d'une nouvelle action. Nous prenons la route du sud vers Victoria. Ici, le gouvernement a voté la construction d'une autoroute qui balafrerait à jamais un sanctuaire forestier amérindien, recelant de nombreuses grottes sacrées. Depuis 1 an, les militants ont pris les devants et occupent les lieux. Nous partons à la rencontre de ces robins des bois du Grand Nord. Voilà la barricade. Okay. Remember? Heard about it. Yeah, sure. Les militants ont creusé ce trou et l'ont rempli pour que personne ne puisse accéder en voiture à la zone occupée. Sure. That's good. Voici le camp principal des militants. Okay. La plupart des gens vivent à l'intérieur de ce tipi. Okay. J'espère que quelqu'un est là. Hey. Hey! How are you doing? Comment ça va? Bien. This is my friend. Voici mon ami Priscilla, voici Luc. Enchanté de te rencontrer. Luke lives here. Luc vit ici. Il est un des occupants des plateformes. How many tree sits do you Combien de have? plateformes avez-vous dans les arbres? Nous avons 5 plateformes. 5 plateformes. And below Et us, sous nos pieds se trouve la caverne, en fait un peu partout. Oui, oui. the whole hillside. Elle court sous tous côtés de la colline. Everybody Tout le monde else est à la down in the cuisine? kitchen? Oui, je crois. Let's go get a cup Allons of prendre une coffee. tasse de café. Oui, il commence à pleuvoir. Je suis vraiment contente de te rencontrer, Luc. Moi aussi. Vous êtes ici depuis longtemps? Nous avons commencé à installer les plateformes le 11 avril 2007. Il y a presque 1 an. Tout juste, oui. Là, vous avez une de nos plateformes. C'est ta plateforme, celle-ci? C'est sa louche d'or, oui. Je l'ai installée moi-même. Elle est à peu près à 100 pieds, 30 mètres de haut. Nous utilisons ces cordes pour monter et descendre.
Vous portez donc toujours votre baudrier? Oui, il faut toujours être prêt. Si jamais vous entendez quelque chose d'étrange ou pour grimper en vitesse si la police arrive? La police vient 1 à 2 fois par semaine. Alors, il faut toujours être prêt. Nous allons passer par la caverne en allant à la cuisine. Voici l'entrée de la caverne, juste ici. Elle est composée de plusieurs chambres. Il faut ramper sur son ventre à certains endroits, mais à d'autres, on peut se tenir debout, main levée, sans même toucher le plafond. Elle descend à 40 ou 50 mètres dans le sol. Et si l'autoroute est construite, passera-t-elle exactement à cet endroit? Je vais vous montrer. L'autoroute passera ici. Ils feront sauter de la dynamite là où je me tiens, à 9 mètres de l'entrée de la caverne. C'est le chiffre officiel que nous communique la mairie, 9 mètres. Et ils assurent que cela n'abîmera pas la caverne. Mais personnellement, je ne me sentirai pas en sécurité à l'intérieur alors qu'ils font sauter de la dynamite juste à côté. Bien sûr, et cela détruira également toute la forêt. Absolument, oui. Je résisterai à l'envie de pénétrer dans cette grotte, afin de ne pas profaner ce lieu que les Indiens considèrent comme sacré et réservé aux cérémonies chamaniques. Ah, voilà la cuisine. Je vous présente Priscilla. Bonjour tout le monde. Richard, vous connaissez tout le monde ici? Oui, je connais tout le monde. Dis-moi, Rose, quand le gouvernement veut construire une autoroute ici, il exclut les Indiens qui ont un intérêt réel pour cet endroit. Pourquoi cet endroit est-il si important pour ton peuple? Il s'agit d'un des sites les plus rares dans la partie développée du Canada, où nous possédions plus de 20 cavernes à l'intérieur du périmètre de la ville. Nous n'en possédons plus que 8. Et ces 8 cavernes sont toujours utilisées par les Indiens pour les rites sacrés, qui étaient interdits jusque dans les années 70. C'est la dernière tradition culturelle qui soit encore vivante. Vous êtes déterminé à protéger cet endroit? Oui. Tant que nous restons dans cette forêt, ils ne peuvent pas commencer la construction. C'est pour ça que nous sommes prêts à nous faire arrêter. Et c'est pour ça que nous avons des plateformes dans les arbres, afin qu'il leur soit difficile de nous déloger. S'ils n'arrivent pas à nous faire partir, ils ne peuvent pas commencer leurs travaux. C'est aussi simple que ça. Faut grimper de manière traditionnelle avec des cordes? Oui. C'est bien. J'arrive, Luc. Doucement, doucement. Dis-moi, Luc, qu'est-ce qui arrivera si vous ne gagnez pas? Si nous ne gagnons pas, d'une manière ou d'une autre, ils feront sauter la montagne et construiront leur autoroute. Vous savez, ce n'est pas simplement un combat pour ce coin de terre. Pour tout vous dire, à mon avis, l'écosystème de l'île de Vancouver ne s'effondrera pas si cette autoroute est construite. Mais c'est un bon exemple des effets d'une économie sauvage. Elle fonctionne avec l'idée que nous pouvons nous développer indéfiniment, alors que les ressources de la Terre sont clairement limitées.
Elle encourage la culture automobile et l'exploitation du pétrole qui nous tue, vraiment. C'est tout ça qui motive notre combat. C'est pour ça que nous sommes là. Ce n'est pas juste la question d'une autoroute. Il s'agit de remettre en question toute une philosophie. Comment nous vivons sur cette planète? J'apprendrai une semaine plus tard que le rêve de Luc et de ses compagnons a pris fin brutalement. Le gouvernement a délogé ses sentinelles de leur poste de une pour les mettre en prison et démarrer la construction de l'autoroute. Un nouveau pan de la forêt canadienne s'est encore effacé afin de ne pas entraver la marche du monde moderne. En route pour Grand Fork, à l'est de Vancouver, à plus de 400 km. Et alors, je me dirige vers une belle forêt à la frontière des États-Unis, à la rencontre de Hugh Romanet, qui est un ermite dont on m'a beaucoup parlé, qui vit au creux de la forêt, qui a choisi le repli au creux des arbres. Voilà, et la route défile, toute droite. Et on ne croise pas grand monde. Grand Forks est une petite ville hors du temps, anonyme sous la grisaille de l'hiver. Atmosphère du bout du monde, comme dans le Fargo des frères Cohen. Seul moyen d'accéder à la cabane de Hugh, perchée sur la montagne, le ski. Je laisse la voiture sur les derniers lacets accessibles et me lance en pleine forêt sur la trace qui doit me mener chez lui à plus d'1 heure. Je suis impatiente de rencontrer cet homme. Il me semble le connaître déjà un peu, tant notre correspondance a été riche et spontanée. Malgré la distance, une relation a commencé à s'installer entre nous, qui a aiguisé ma curiosité. Et voilà la cabane. Alors que je m'approche enfin de lui, les questions se bousculent. À quoi ressemble-t-il? Comment vit-il? Et pourquoi a-t-il fait ce choix? Hey you! Je suis si contente de te rencontrer. Je suis très heureuse. C'est magnifique d'être ici. Alors, regarde ça. entre donc. Je rentre donc, alors tu t'es fait ça. Oui. Ah, écoute, c'est un sublime chemin pour venir jusqu'à chez toi. Je te suis? Je te suis chez toi? Hey. Alors, voilà la fameuse maison. Hey. La fameuse cabane dans les bois. En fin de compte. En fin de compte, ouais. Hey. Hugh a 75 ans aujourd'hui. Ancien professeur, il vit de sa retraite et a décidé de tirer sur le tumulte du monde le rideau des forêts. Il goûte depuis 35 ans à ce luxe que sont l'espace, le silence et la solitude. Sur les murs, un pêle-mêle de souvenirs raconte en images l'odyssée de ce jeune Anglais de Liverpool, curieux du monde et de sa diversité, et que l'amour et le goût de l'aventure ont amené ici, au plus profond de la forêt canadienne. Chaque semaine, Hugh s'offre une descente en ville pour travailler bénévolement dans une bibliothèque, pour ne pas se couper des hommes et acheter les quelques produits dont il a besoin. Je l'admire d'avoir franchi le pas et osé accomplir ce que je rêve de réaliser un jour, passer l'orée du bois et célébrer au quotidien la belle tentation du recours aux forêts. J'ai construit la maison avec une belle vue. Je voyais loin, à travers, sur les montagnes, et puis les arbres. On grandit, et j'ai pas de vue, sauf des arbres. Sauf des arbres. Alors, les montagnes, ça disparaît, alors il faut aimer les arbres. Et si tu regardes, on voit complètement que ce sont des familles. Ça, c'est une famille. Ça, c'est une autre famille. Oui. Et tu vois, voilà, là, c'est une grande famille.
C'est des groupes voilà, de familles. Oui, c'est un groupe et évidemment, ils sont liés. They come from the same cones. Ils viennent des mêmes graines. Alors, je ne peux rien faire avec les arbres. Mais Sauf les laisser vivre et les protéger, évidemment. Quand tu as construit ici ta maison, est-ce que tu avais déjà l'expérience un peu de la vie en forêt? C'était tout à fait nouveau pour moi. Quand je suis arrivé ici, j'étais naïf. Et je ne savais pas que j'avais construit ma maison juste au milieu du chemin emprunté par les ours pour descendre de la montagne et aller chercher de l'eau. Alors, en été, je mettais mes légumes sous le porche. Alors, les ours ont dit « Wow, merci beaucoup !» J'ai dû apprendre à ne pas laisser Ta nourriture et tes légumes, hein. toute ma nourriture en plein air sous le porche. Ça, c'est l'expérience à chaque fois du temps qui a fait que... Je me réveillais au milieu de la nuit avec un ours penché à une de mes fenêtres, avec sa tête à l'intérieur de ma maison, me regardant, couché dans mon lit sur le sol. J'ai dû apprendre ça. Et il commence à bien neiger là, hein, vraiment. Oui. Ouh. Oui. Oh, c'est vraiment magique. Lorsque l'on vit dans l'intimité d'une cabane, on règle son existence sur l'horloge du grand dehors. Le rythme de la vie de You ressemble à celui qui régit la vie des bois et se modifie au regard des saisons. L'hiver est le temps des longues promenades quotidiennes à ski, dans une exploration d'un paysage alentour chaque fois réinventé. Des instants de contemplation et de méditation, dans le silence des futaies. Ouh. Ça va? Qu'est-ce que c'est beau? Oui. Et comment? Quand tu te fais des balades comme ça tous les jours de plusieurs heures, c'est quelle grâce. Quelle grâce. Oui. Quelle harmonie avec la vie et la nature. Et les arbres. Et les arbres. Toujours les arbres. Toujours les arbres. Toujours les arbres. C'est partout. Qui a suggéré par ici. Oui. Oui. Regarde le joli soleil qui apparaît dans les arbres. Oh oui, hein? Regarde ça. Tu dois donner plus d'élan. Comme ça. Plus de force. Ah, plus de force, d'accord. Tu vois, je me tiens bien en face et droit en avant. Comme ça. Mais quel doit être le geste exactement pour toi? Plutôt comme ça? Je veux dire que je me tiens ici. Mais je prends mon élan et alors j'arrive ici. Boum. Ah, enfin. Un bon coup. Voilà. Alors ça, c'est toutes les réserves d'eau que tu as? Ah non, j'ai en haut. D'accord. Mais tu as tout dans des... Tu as pas l'eau courante ici, donc tu as tout dans des... Dans les seaux. Dans les seaux. C'est des seaux courants. C'est des seaux courants. Ça va, c'est pas froid tes pieds. Non. Tu te fais jamais tu as jamais de gelure l'hiver aux mains ou aux pieds? Oh, les mains. Les mains, quand même. Mais j'ai des bons encore. Oui.
Hugh accepte de briser pour moi l'harmonie très réglée de sa vie quasi monastique. Il m'accueille, m'adopte, me guide, m'offre de partager ses instants privilégiés en toute simplicité. À la lueur des bougies, je m'aventure à préparer notre repas du soir. Écoute, c'est la première fois que je fais la cuisine dans une jolie petite maison. Chez toi, déjà. Dans une jolie petite maison perdue au fond des bois. Alors, j'espère que ma cuisine est à peu près correcte. Ça va? Ok. Ok. Hugh n'est pas un militant écologiste. Contrairement à Richard Boyce, il ne s'engage pas dans la lutte politique. Même s'il s'en défend, je trouve qu'il a choisi de faire de sa vie un modèle et de chacune de ses journées un petit poème Tao en forme de leçon de vie. Le temps des cabanes n'est pas celui des villes. Il passe plein, dense, intense et laisse au cœur une marque profonde. Je quitte Hugh peiné que ces instants se soient écoulés si vite. Mon voyage se poursuit plus au nord, vers l'écrin des grands parcs nationaux de Banff et de Jasper. Je suis maintenant en Alberta, au cœur de la chaîne des Rocheuses canadiennes. Une galerie géologique puissante semble avoir été dressée là par les forces tectoniques, tout spécialement pour accueillir une végétation dans sa splendeur sauvage. Les Rocheuses offrent à chaque coudée de route des panoramas de premier matin du monde. C'est magique. La route 93 défile, une des plus belles et des plus mythiques routes d'Amérique du Nord, à travers la Icefield Parkway, la promenade des glaciers, qui porte vraiment bien son nom, avec cette chaîne de hautes montagnes entre 3000 et 4000 mètres, formée par d'anciennes roches cristallines. Et je me dirige vers Jasper pour y découvrir son parc national et y rencontrer les Warden, dont un de ses gardiens, Dave Smith, qui j'espère va pouvoir me faire découvrir toutes les actions qui sont faites pour préserver ces sublimes forêts. Hey, bonjour, êtes-vous Dave? Oui, c'est moi. Je suis Priscilla. Bienvenue à Jasper, Priscilla. Je suis vraiment très heureuse d'être là. Alors, vous voulez en savoir plus sur la gestion de nos forêts ici dans les parcs nationaux? Les parcs de l'Ouest canadien ont aujourd'hui à faire face à un véritable fléau. Un coléoptère, le scarabée du pin. Celui-ci prolifère et ravage inéluctablement tous les grands espaces forestiers. Les arbres anciens sont les plus prisés par les insectes, car les plus fragiles. Pour stopper cette progression et assurer le renouvellement des parcelles, des incendies volontaires sont déclenchés par les gardes forestiers. Dave Smith m'explique ce dilemme, consistant à brûler une forêt pour la protéger et la régénérer. Cet endroit est probablement le premier dans notre hit parade de cet été ou de ce printemps. Il s'agit de Henry House. Henry House est de l'autre côté de l'aéroport, une zone que nous avons déjà brûlée. Une action en forme de paradoxe, savoir détruire pour sauvegarder. Ici se trouve Hawk, qu'on a déjà brûlé. On a déjà brûlé l'aéroport. Et maintenant, on veut brûler cette zone. J'ai parlé de 3 incendies que nous voulons organiser cette année. Y arriverons-nous? Qui sait? C'est pour cela que nous les appelons des incendies dirigés. Nous devons remplir certaines conditions. Il faut avoir la bonne humidité pour le combustible, les bonnes conditions climatiques, les bonnes conditions sociales. Il faut être sûr que la fumée se disperse. Comme on dit au Canada, il faut que tous les canards soient alignés. C'est plus facile pour vous d'organiser les incendies en hiver qu'en été?
L'hiver est la période où nous faisons notre travail de préparation. Maintenant, nous allons construire un pare-feu. Nous créons une zone qui ne pourra pas brûler, de façon à ce que l'incendie se propage jusqu'à cette protection et s'arrête. En hiver, donc, nous construisons cette protection. C'est plus tard que le vrai spectacle commence. Beaucoup de gens nous posent cette question. Pourquoi brûlez-vous les arbres? Pourquoi ne les coupez-vous pas? Ils valent de l'argent. Tout ce qui est brûlé ici devient du fertilisant. Si vous enlevez les arbres, vous n'avez pas de fertilisant. D'autre part, nous sommes dans un parc national, donc nous ne voulons pas faire d'abattage commercial. Ça doit rester naturel. Ce n'est pas une option, nous ne le faisons pas. Ce que nous voulons vous montrer, c'est la manière dont le feu se propage jusqu'en haut d'un arbre. L'intensité est à la base. Cet homme ne dirige pas le feu vers le haut. Le feu monte uniquement à cause de l'intensité. Quand des branches sont orientées vers le sol, nous les appelons des branches échelles. C'est grâce à elles que le feu peut grimper jusqu'en haut. Vous pouvez le voir. Regardez, c'est magnifique. Regardez de quelle manière il grimpe. Jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Ça, c'est exactement ce que nous voulons voir. Parce que ça fait disparaître toute branche qui pourrait permettre que le feu se propage plus tard. Priscilla. Woo! Oh my God. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de feu? Le soleil ne parvient plus jusqu'au sol et nous perdons la biodiversité des plantes. Donc, nous perdons aussi l'habitat pour la faune. La faune et la flore meurent. Exactement. Au lieu d'avoir un cycle, le cycle s'arrête. Et alors, les choses deviennent malsaines. C'est comme ça qu'on a le problème avec le scarabée du pin. Regardez ça, comme la chaleur a déjà monté. Vous sentez la chaleur? Et ce n'est qu'un petit feu. Imaginez une forêt en train de brûler. Il fait tellement chaud qu'il devient impossible de rester à proximité. Regardez, nous devons tous les deux faire ce geste, parce qu'il fait trop chaud. Nous devrions bouger. Il commence à faire trop chaud. Bien sûr, il fait très chaud. Allons par là. Je vais vous montrer une photo. Elle a été prise en 1915. Pour vous donner une idée, Jasper est devenu un parc national en 1907. Et si vous regardez ici, nous avons des arbres et de la végétation sur la montagne. Mais dans le fond de la vallée se trouvait une végétation ouverte, avec une grande biodiversité. Si vous regardez maintenant, cette autre photo a été prise sous le même angle, depuis le même endroit en 1995. 80 ans après. Regardez la différence dans la forêt. Ce qui s'est passé, en Amérique du Nord, on est devenu tellement fort pour éteindre les incendies naturels que nous avons modifié la forêt. On a l'impression ici que le paysage est très pauvre, mais il est très riche. Il est très riche. En fait, ce sont des photos en noir et blanc. Elles ne donnent pas vraiment... Les couleurs? Oui, les couleurs. Et le bon effet. Mais si vous aviez marché là-bas et compté tous les différents types de végétation, toutes les fleurs splendides, les insectes, vous diriez maintenant, c'est plutôt comme ça que ce doit être. Si nous marchons dans la forêt maintenant, nous trouverons près de 5 ou 6 espèces d'arbres et de végétation au sol.
Dans un endroit pareil, il devrait y avoir 50 ou 60 espèces. Beaucoup de mes idées sont bouleversées au contact des gardiens du parc. En décidant de déclencher des feux volontaires, les autorités canadiennes n'ont pas hésité à remettre en question toute une conception de la protection des espaces sauvages. Leurs méthodes rejoignent aujourd'hui celles des Indiens, qui pratiquaient depuis longtemps l'allumage de feux pour permettre aux écosystèmes de se régénérer. Sur la cendre, la forêt repart de plus belle, la faune se développe, conséquence bénéfique des incendies qui avaient été abandonnés depuis plus de 100 ans. Souvent, les gens regardent les incendies et se disent « Ah, quel dommage, c'est terrible !» Mais ça ne l'est pas. Ce que nous devons faire, c'est changer l'attitude des gens et qu'ils puissent dire « Ah, la restauration écologique fonctionne, c'est ça que veut Mère Nature. » Et c'est ce que nous arrivons à faire ici. Je voudrais savoir si le problème du scarabée du pin est une conséquence du réchauffement climatique. Nous avons parlé du scarabée du pin. Les modifications climatiques planétaires sont une des causes qui ont engendré ce problème. Nous découvrons qu'en hiver, les températures n'atteignent plus que rarement moins 10 ou moins 20 degrés. Elles stationnent plutôt autour de moins 5 degrés. Ce n'est pas assez pour tuer le scarabée du pin. Les modifications climatiques planétaires et le fait que toutes les forêts ont le même âge sont les deux critères qui, réunis, créent le problème de ce coléoptère. Il s'est propagé à travers toute la Colombie-Britannique et fait petit à petit son chemin vers l'Alberta. Ce territoire fait partie de ce que nous appelons le bloc des montagnes. Le parc de Jasper, le parc de Kootenay, le parc de Banff et le parc de Yoho constituent une grande zone continue préservée. C'est un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est non seulement important d'un point de vue canadien, mais aussi d'un point de vue international. Ce qui nous donne une responsabilité encore plus importante. Nous devons veiller à ce que ces écosystèmes soient maintenus pour les années à venir. À côté des parcs naturels s'étendent d'immenses zones boisées, ne bénéficiant pas quant à elles d'une protection officielle. Pour prévenir une surexploitation forestière et garantir une gestion raisonnée des ressources naturelles, le gouvernement canadien a initié la création de forêts dites modèles. Au sein de celles-ci, les différents acteurs publics et privés, collectivités locales, compagnies forestières, scientifiques ou industrielles, mettent en commun leur savoir-faire en vue d'élaborer, de tester et de mettre en place des solutions adaptées en matière d'aménagement durable. Au cœur des forêts modèles, on se refuse de couper sans reboiser. Chaque plan est remplacé et ne sera autorisé à la coupe qu'une fois parvenu à maturité. Ainsi, la forêt exploitée n'est-elle pas mise en sursis, mais son renouvellement est assuré pour les générations futures. À Hinton, non loin du parc de Jasper, sur le site de Foothills, Diane Renaud, directrice du programme de reforestation, me détaille les principes de ce cercle vertueux, consistant à recréer la forêt au fur et à mesure qu'on l'exploite. Qu'est-ce que c'est ça, Diane? Ça, c'est notre 50 millionième arbre commémoratif qu'on a planté en 1991. Qu'est-ce que c'est joyeux, ça? Oh, c'est très joyeux. On a fait ça quand on a planté notre 50 millionième arbre. On a fait une autre fois quand on est rendu à 100 millions.
Et à 50 millions, un autre 2 ans, et puis on va être capable de planter notre 200 millionième arbre. Donc 200 millions, ça veut dire que vous avez planté 200 millions d'arbres? Sur notre aire de gestion. D'accord. Quand tu as une région comme Hinton où il y a un patrimoine originaire des forêts depuis 1950, où il y a des familles où, comme étudiants, les parents ont planté des arbres, et maintenant leurs enfants ont planté des arbres. C'est une forêt qui travaille, c'est une forêt vivante. Il y a tellement de personnes ici, leur temps récréatif est dans la forêt. Parce que là, par exemple, ces arbres-là, ils ont 16 ans. Oui. Donc quand est-ce qu'ils vont pouvoir être exploités? Pour le moment, vous laissez donc la forêt se régénérer, les arbres grandir, pousser. Quand est-ce que ces arbres-là, est-ce que c'est des arbres que vous allez exploiter dans le futur? Oui, on a un autre 70 ans. Dans 70 ans, d'accord. On sera plus là pour en parler. Non, ça sera pas moi. Moi non plus. Alors ça fait quand même plaisir de savoir que cet arbre-là, dans 70 ans, pourra servir à nos petits-enfants. Il va probablement servir de semence à cet arbre-là. Oui, c'est ça. Pour ensemer la prochaine génération d'arbres. Ouais. C'est un cycle, c'est un cycle de vie. Yeah. Come back. That's right, and it'll all be gone. Oh, no, but midden is just a We'll jab. be over it, yeah. Gordon's baking. Yeah. More drip torch fuel, right? Do one for Priscilla. Faites-en une pour Priscilla. Priscilla, Priscilla, acting like a gorilla at the Acting like a gorilla. Corner master. Mon voyage à travers l'Ouest canadien s'achève bientôt. J'ai moissonné dans la forêt du Grand Nord de quoi remplir mes carnets de souvenirs. L'appel de la forêt a survécu au temps de Jack London. Je l'ai entendu résonner dans les hautes futaies de Stanley Park, Cathedral Grove, Grand Forks et de Jasper. En 50 ans, la Terre a perdu près de la moitié de ses forêts originelles, quelques 3 milliards d'hectares. Chaque année, 16 millions d'hectares supplémentaires sont abattus, arrachés ou brûlés. Les hommes et les femmes que j'ai rencontrés ici m'aident à croire que cette fatalité peut être déjouée. Ils ont compris qu'il n'est pas meilleure protection que l'ombrage d'un pin fièrement dressé dans le ciel depuis des siècles. La forêt primaire est un signal que nous envoient les temps immémoriaux. L'engagement et les efforts de ces Robinson des Cimes sont d'autant plus urgents, louables et indispensables.